je me représente parce qu'il y a des personnes qui se sont jointes à nous après ma présentation. Alors, je m'appelle Annie Malo, je suis professeure à l'Université de Montréal et puis je suis aussi membre administratif de l'Association pour la recherche qualitative. C'est une association québécoise qui fait rayonner la recherche qualitative. Et puis, donc, je suis la responsable de l'organisation des webinaires de l'automne. Donc, nous avons une programmation de 3 webinaires qui portent sur l'ethnographie et un webinaire plus tard sur l'utilisation d'un logiciel d'analyse qualitative. Donc, c'est la programmation de l'automne. Et il me fait vraiment plaisir d'ouvrir la programmation de l'automne avec M. David Hose, qui est professeur à l'Université de Concordia. Et donc, pour les personnes qui se joignent à nous, qui connaissent moins le contexte montréalais, nous avons des universités francophones et des universités anglophones. Donc, Concordia est une université anglophone. M. Hose a accepté de faire sa présentation en français, donc je l'en remercie aussi. Et sa présentation porte sur la sensation participante et la recherche qualitative critique. Donc, peut-être vous n'avez jamais entendu parler de sensation participante et pourtant, c'est une approche qui a été développé et dont M. Hose est un leader là, dans le domaine. Et il va aussi présenter ou publier un ouvrage là, en février qui s'intitule The Sensory Studies Manifesto, Tracking the Sensorial Revolution in the Arts and Human Sciences. Ça sera publié à l'University of Toronto Press. Donc, il m'a dit que cette publication répondrait à de nombreuses questions et on pourra aussi vous acheminer l'information par la suite. De même que, je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu, là, mais un petit questionnaire d'appréciation de l'atelier de l'organisation de notre programmation. Donc, vous pourrez nous retourner vos commentaires. Alors, je laisse la parole à M. Hose. Nous avons 1h30 jusqu'à 13h30. Vous pouvez utiliser le Q&A, la questions et réponses, si vous avez des questions, des commentaires en cours de route. Là, je vais les gérer ou les transmettre à M. Hose. Puis, il y a aussi la possibilité de lever la main puis d'avoir des échanges là, à différents moments de la présentation. Alors, à vous. Très bien, merci beaucoup et je vais commencer par alors partager l'écran et j'espère que va bien. Eh bien, OK. Et alors, merci beaucoup Annie pour cette introduction. Et merci à tous les participants de venir m'écouter. J'espère que alors ça sera intelligible. Évidemment, je ne travaille pas en français, mais je vais tenter de m'exprimer en français, en tout cas cet après-midi. Et alors, même si je vais parler pour envers 50 minutes, vous pouvez toujours alors m'interrompre avec des questions dans le Q&A et Annie va me transmettre ces messages. Mais aussi, alors j'ai laissé un bon segment de temps à la fin pour répondre à toutes vos questions parce que nous sommes en face d'une révolution. La révolution sensorielle dont mon livre va parler est arrivée. Et ce que je veux faire, c'est de vous introduire à cette révolution et les implications de cette tournant sensoriel pour des recherches dans les sciences humaines et les humanités et un peu parmi toutes les différentes disciplines de ce genre. Alors, Sensuous Scholarship, c'est le nom que Paul Stoller, un anthropologue, a attribué à l'intérêt grandissant pour les 5 sens, où actuellement il y a beaucoup plus de 5 les sens en tant que sujet d'étude et moyenne d'investigation qui a traversé l'anthropologie et les disciplines apparentées
au cours des dernières décennies. Le tournant sensoriel est venu après le tournant linguistique. Et ce tournant a nous donné l'idée des cultures structurées comme un langage ou des cultures comme des textes. Et aussi, et ça c'est un tournant des années 70, aussi c'est après le tournant pictural des années 80 qui a nous donné l'idée de l'anthropologie visuelle, par exemple, et des études de la culture visible. Et il y a d'autres tournants aussi, comme le tournant corporel, le tournant matériel, le tournant ontologique. Alors, c'est une source de confusion, tous ces tournants. Et ce que je veux souligner, c'est que le tournant sensoriel est plus qu'un autre tour. C'était beaucoup mieux décrit comme une révolution. Par exemple, il y a un certain verbocentrisme évident avec le tournant linguistique. Il y a aussi un certain visualisme évident avec le tournant pictural. Et alors, ces biais, ces ismes sont alors transcendés par la révolution sensorielle, parce que nous sommes attentifs à tous les sens, et aussi des différentes facultés comme le langage, et à l'exclusion d'aucun sens. Et ça, c'est important. C'était une démarche, on peut dire, beaucoup plus holistique que ces autres tournants, ces autres champs d'études comme Visual Culture Studies ou toute l'idée de culture comme texte, par exemple. Et alors, une des choses qui est important à souligner, que après le tournant corporel, il y a diverses constructions théoriques qui sont élaborées, comme celui de l'esprit incarné, embodied mind, ou celle du corps conscient, ou mindful body. Et ces idées sont importantes parce qu'ils alors constituent une moyenne de surpasser le split, l'écart entre le corps et l'esprit, qui est un des marques distinctifs de la pensée occidentale. Mais ce qui nous intéresse dans ce qu'on peut appeler l'étude sensorielle, c'est pas simplement cette fusion du corps et esprit. C'est beaucoup plus d'explorer les constructions alternatives du sensorium dans les autres cultures. Par exemple, dans le bouddhisme, il y a une situation où l'esprit est conceptualisé comme un sixième sens. Donc, l'esprit n'est pas en haut et les autres sens en bas. L'esprit est un sixième sens et donc au pair avec les autres sens. Cela a beaucoup d'implications fort importantes et intéressantes, je pense. Et autre chose importante à souligner, c'est que il existe de nombreuses façons de discriminer les sens et les combiner dans les assemblages qui s'écartent significativement de ce que nous trouvons dans la culture occidentale. Et on va voir certains exemples de cela un peu plus loin. Mais alors, à cause de ce tournant sensoriel, il existe maintenant une anthropologie des sens, une géographie des sens, une sociologie des sens et même une histoire des sens. Un des figures les plus importantes dans cette champ de l'histoire des sens est Alain Corbin. Et Corbin est nommé historien du sensible. Il est un historien du sensible. C'est un très bel mot, ce mot sensible, mais c'est impossible à le traduire en anglais. Le mot sensible, ça suggère une sorte de raffinement et une sorte de sensibilité, alors que en anglais,
toutes ces connotations sont éliminées. Par exemple, on parle en anglais de sensible shoes. Et les shoes, les sensible shoes sont les souliers praticables. Il n'y a pas de raffinement du tout. Et alors, ça pose un vrai problème de traduire ce mot sensible en anglais. On peut peut-être utiliser sensate ou the perceptible. Mais en tout cas, ce que je vais faire, c'est de garder ce mot en français, en anglais, dans ce que je vais dire cette fois. En plus de mettre l'accent sur la cartographie des diverses expériences sensorielles à travers les cultures, qui est un des buts majeurs de l'anthropologie des sens, l'anthropologie sensorielle a souligné l'importance d'aborder la question de la diversité intraculturelle. Ce point a d'abord été signalé par Constance Classen dans son célèbre article de la revue de l'UNESCO à propos de l'éducation, intitulé Foundations for an Anthropology of the Senses. Cela a été réaffirmé par Classen et le présentateur dans l'introduction à l'ouvrage Ways of Sensing. Nous écrivons: les anthropologues doivent être attentifs aux variations intraculturelles, justement parce qu'il existe des personnes ou groupes de personnes aux valeurs sensorielles différentes de celles communément répandues dans la société et qui résistent au lieu de se conformer au régime sensoriel dominant. Alors, cette idée de diversité intraculturelle, c'est pas la même chose que la diversité individuelle. On laisse la diversité individuelle à des psychologues de l'étude. Ce qui nous intéresse, cette idée de la dimension collective à la perception. Et donc, comment est la perception conditionnée par exemple, le genre, la classe sociale, l'ethnicité, etc. La méthode choisie pour explorer ces différences interculturelles et intraculturelles dans la vie des sens est l'ethnographie sensorielle. François Laplantine résume bien l'essentiel de cette approche. Il écrit: l'expérience du terrain ethnographique est une expérience du partage du sensible. Nous observons, nous écoutons, nous parlons avec les autres, nous partageons leur propre cuisine. Nous essayons de ressentir avec eux ce qu'ils éprouvent. Nous essayons de ressentir avec eux ce qu'ils éprouvent. Ainsi, l'ethnographie, et en particulier l'ethnographie sensorielle, implique de sentir et faire sens ensemble avec les autres. Elle substitue à la méthode classique de l'anthropologie, qui est l'observation participante. La méthode de sentir participant et emploie les sens ainsi que leur extension via divers pratiques et médias à des fins ethnographiques. Alors, cette idée de participation, de sensation participant, il n'y a pas de question de simplement être observateur, c'est toujours une de sentir avec les autres. Oui. Nous avons deux commentaires sur l'esprit comme sixième sens. OK. Donc, on aimerait que vous développiez un petit peu. Puis, donc, qu'est-ce qui est considéré comme le régime sensoriel dominant actuellement? Là? Ce sont nos deux commentaires sur les récents propos. OK. Alors, quant à cette idée d'un sixième sens chez le bouddhisme, c'est une idée très intéressante parce que nous pensons qu'il y a une séparation. Typiquement, nous pensons en Occident qu'il y a une séparation entre l'esprit et le corps. Mais évidemment, il n'y a pas cette séparation chez les bouddhistes à cause du fait que l'esprit est classifié comme un sens parmi des autres.
un sixième sens. Alors, quelles sont les implications de cette nivellation, de cette égalisation du rapport entre esprit et corps? Mais ce que je veux dire aussi, c'est que on trouve qu'il y a beaucoup de différentes classifications des sens à travers des cultures. Dans certaines sociétés, il y a seulement 2 sens, ou dans d'autres 7, et encore d'autres numérations des sens. Alors, quant à moi, il faut attendre ces élaborations du sensorium de manière culturelle et pas simplement donner le mot final à des psychologues ou même des neuroscientistes. Alors, il faut affirmer l'idée que le sensorium, et c'est un mot pour la totalité de notre apparatus pour sentir le monde, est une construction sociale et culturelle. Et alors, c'est l'idée importante. C'est quoi le régime sensoriel dominant dans notre propre société? Évidemment, alors il y a une hiérarchie sensorielle qui date depuis Aristote, mais on peut voir diverses manières dont le sensorium que nous habitons maintenant est alors axé sur la vue. Il y a beaucoup d'extensions pour le regard, mais pas le même de tout pour alors le nez. Où est le tract olfactif sur cette émission? Okay? Il n'y a pas de tract olfactif sur Zoom, seulement visuel et audio. Où est le tract tactile? Aussi, ces sens sont réprimés. Ils sont alors mis à côté dans l'élaboration de notre civilisation audiovisuelle. Et alors, je vais parler un peu plus plutôt sur des autres manières dont des sens sont engagés juste la même dans notre culture. Il y a toute l'idée de l'économie expérientielle dont nous allons analyser. Mais pour commencer, on peut dire que alors cette dominance du visuel et l'auditif est un fait donné. Alors, il existe des sociétés orales, des sociétés sans écriture. Et ces sociétés, est-ce qu'ils utilisent leur sens d'une manière différente? Est-ce qu'il y a une priorité alors attachée à l'ouïe au lieu de l'œil? En effet, j'ai fait des recherches en Papouasie-Nouvelle-Guinée et on peut parler à ce sujet un peu plus tard. Mais l'idée, c'est que le sensorium, c'est comme un kaleidoscope. Et de passer d'une culture à une autre, chaque culture représente une différente configuration des formes et des couleurs, comme dans un kaleidoscope. Mais il faut alors prendre cette idée de kaleidoscope, qui est une image visuelle, et le multiplier à travers tous les sens. Et imaginez une telle technologie. Okay? C'est un peu la technologie qui est alors le sujet de ce peintre, mais je vais retourner à cette combinaison des sens un peu plus tard. Okay? Parfait, merci David. Juste pour vérifier, là, on est bien toujours sur la première diapo, hein, c'est ça? Oui. Et ça, c'est alors, et je ne l'ai pas discuté parce que c'est seulement à la fin de mon exposition qu'on peut vraiment l'interpréter. Mais nous irons alors à la prochaine diapo maintenant. Okay? Mais alors, je peux dire que c'est un tableau de la part de Remedios Varo, qui est un peintre surréaliste, et ça s'appelle Creation of the Birds. Mais pour vraiment interpréter ce tableau, il faut attendre la fin de mon exposition.
Okay. Alors, cette méthodologie de sensation participante, qu'est-ce que cela signifie? Alors, je veux signaler la publication de ce livre, A Different Kind of Ethnography, Imaginative Practices and Creative Methodologies, publié en 2017 par University of Toronto Press. Et ce que cela signifie, c'est que l'anthropologie n'est plus la discipline des mots, telle que l'illustre la monographie ethnographique, qu'elle était autrefois. Dans leur introduction à ce livre, Daniel Elliott et Dara Kulin avertissent le lecteur que dans chaque chapitre de ce livre, vous trouverez des exercices participatifs qui vous invitent à écrire dans plusieurs genres, à prêter l'attention à l'expérience multisensorielle incarnée, et des images avec crayon, papier et caméra, à faire de la musique, à s'engager dans la narration et la performance lorsque vous conceptualisez, concevez, dirigez et communiquez une recherche ethnographique. Alors, avant, c'était le monographie ethnographique qui est le résultat des recherches, un livre imprimé. Et peut-être il y a quelques photographies là, à l'intérieur, mais ça, c'est toutes les accommodations des sens. Mais comme cette citation a suggéré maintenant, il y a beaucoup d'expérimentation et on peut faire un podcast, par exemple, comme thèse. On peut faire des dessins. On peut alors expérimenter avec toutes ces différentes modalités qui sont technicales, mais aussi sensorielles, pour conceptualiser et communiquer une recherche ethnographique. Les 6 chapitres qui suivent se concentrent chacun sur une moyenne d'investigation différente, ou mode de perception, action, expression et communication. Le premier chapitre concerne imaginer, le deuxième, écrire, le troisième, sentir, le quatrième, enregistrer et éditer une vidéo, par exemple, le cinquième, marcher, ça veut dire de marcher comme méthodologie de recherche, et le sixième, de faire une pièce de théâtre avec des sujets de recherche. Alors, la performance. Il convient de noter que même le chapitre sur l'écriture va bien au-delà de la notion ancienne et plutôt prosaïque de l'écriture comme description dense. Okay? L'idée de thick description, c'est une idée de Clifford Geertz, qui est la fondation d'une démarche en anthropologie qui s'appelle symbolic anthropology. Thick description, description dense. Mais c'est maintenant mis à côté. Ce chapitre sur l'écriture comprend une discussion de dessin et de la poésie comme méthode de recherche, okay? De désigner ou même d'écrire la poésie. Et quand il se penche sur la question de l'écriture, les exemples cités comme Ordinary Affects, un livre de Kathleen Stewart, sont loin d'être secs. Kathleen Stewart aborde l'écriture comme une forme de worlding, okay? Une sorte de, et de traduire en français, worlding, l'idée que l'écrit évoque tout un monde, pas le décrire, mais de le évoquer. Et au travers de sa plume, c'est une forme d'inscription sensible plutôt que figurative qu'on trouve. Alors, pour procéder, je veux premièrement souligner un ouvrage très intéressant qui va être publié dans les prochains mois
c'est dirigé par un nombre d'étudiants de l'Université de Nanterre qui sont toutes des récents diplômés de le département d'anthropologie. Et les livres s'appellent Sensible ethnographie. Et je veux alors diriger notre attention vers certaines de ces chapitres. Par exemple, un des chapitres de la part de Pierre Peraldi Mitellette décrit comment les membres d'une minorité ethnique, les Touaregs, vivant en diaspora en Europe, mettant en scène des rassemblements au cours desquels ils portent les costumes colorés de leur patrie, préparent et consomment la nourriture de la manière coutumière et échangent des touches. Tout cela leur permet de se sentir chez eux, tout en vivant en dehors de la communauté de Nord d'Afrique. L'étude de cas de Pierre Peraldi Mitellette soulève des questions intéressantes pour une géographie des sens, comme, de toute manière, où est-on vraiment chez soi? Alors, c'est une question capitale pour la géographie et cette étude sur la vie des sens en diaspora peut suggérer des pistes à explorer. Alors, une autre étude fort intéressante est une étude de la part d'Anna Livia Macchioni à propos des personnes aveugles qui ont reçu des implants rétiniens. Alors, ils sont aveugles, mais maintenant ils peuvent voir, mais ce n'est pas simplement une question d'ouvrir les yeux. Alors, pour interpréter, pour vraiment percevoir les surroundings, il faut organiser tout cela. Et alors, ce que Anna Livia a fait, c'est qu'elle a fait des entrevues avec des gens qui sont dans les laboratoires où ces implants sont mis dans leurs yeux. Et alors, elle tente à désigner ce que ces personnes disent. Et alors, c'est une transposition dans des gouaches comme celui-ci et aussi des autres images comme celui-là pour évoquer cette dimension de la visualité chez les aveugles qui ont reçu des implants rétiniens. Alors, évidemment, ça prend beaucoup de créativité et beaucoup d'attention à des mots, mais aussi des gestes des gens pour alors adéquatement faire des représentations de ces sensations. Et je passe de ces études à une étude qui a été faite par un de mes étudiants, Mark Dirksen. Et alors, Mark Dirksen a soutenu sa thèse de doctorat en analyse sociale et culturelle en 2018. Il y rend compte de ses recherches sur le terrain au Canada et aux États-Unis dans une sous-culture du mouvement de modification corporelle connu sous le nom de grinders. Okay? Alors, c'était les grinders que Mark a étudiés. Les grinders ne sont pas satisfaits de l'attribution normale des sens. Okay? Ils pensent que les 5 sens ne suffisent pas. Ils implantent des magnets dans leurs doigts afin de pouvoir détecter les champs électromagnétiques. Et alors, évidemment, cette personne a eu un tel implant dans son doigt
Et c'est pour cette raison, d'une manière superhumaine, on peut voir l'attrait magnétique entre le doigt et cette object. Et ça, c'est un party trick, OK? Il ne faut pas être intéressé par cela. Ce que les grinders veulent, c'est beaucoup plus que ça. Et je vais expliquer. Ils implantent des aimants dans leurs doigts afin de pouvoir détecter les champs électromagnétiques. Et Mark leur a emboîté le pas pour pouvoir sentir cette expérience avec lui. Alors, il n'y a pas de vocabulaire dédié à la sensation électromagnétique. Il n'y a pas non plus de procédure médicalement approuvée pour façonner un sixième sens, si on peut décrire cet sens électromagnétique comme un sixième sens. Alors, les grinders doivent donc improviser ou hacker, comme ils disent, lorsqu'ils pratiquent cette chirurgie eux-mêmes. Évidemment, il y a beaucoup de risques de se soumettre à des amis comme ces gens ici pour avoir des implants. Il y a très grand risque à tout cela. Mais alors, le récit de leur expérience d'une dimension autrement insensible de l'environnement et de l'environnement matériel, après qu'ils aient reçu ces micro-ondes, ou comme par exemple l'expérience des micro-ondes, représente une ouverture intrigante et souligne la nécessité d'une théorie de la matérialité de la perception. Et je vais alors vous donner un petit texte. Ça, c'est une interview que Marc a ramassée. Et c'est une interview avec un grinder qui a eu très récemment des implants dans ses doigts. The favorite thing I've ever felt was actually during when I had my first implant. So it was still super fresh, not really sensitive. But at my old job, we had this trash compactor in the back of the store. And every time I would take out the trash, it was just so powerful. Just walking into the vicinity of the compactor, I would get this buzz. I'd like to say it feels like you're walking toward this super powerful object, but I mean, really, you are. That is what you're feeling because there's so much electricity going through, as if it were some mystical artifact or something that was the energies emanating from it. I haven't yet, but I still want to go back now that I have a fully healed one on my finger, just to see what it feels like at peak sensitivity. I think that's my favorite thing. Alors, les grinders peuvent percevoir des forces comme des forces électromagnétiques que nous ne percevons pas. Par exemple, il y a des périmètres sécurité des banques et alors nous n'avons aucune perception de cela. Et même il y a des sécuritaires électromagnétiques à des bibliothèques qui sont, si on tente à voler un livre, mais alors les grinders n'ont aucun problème avec cela parce qu'ils peuvent déterminer si cette machine fonctionne ou pas, et ils peuvent voler tous les livres qu'ils veulent, mais ce n'est pas le bout de leur augmentation sensorielle. Le bout, c'est vraiment de percevoir le monde de cette toute autre perspective, une perspective dont nous n'avons pas accès. Et alors, c'est toujours les frontières de la perception qu'il veut explorer. Ils ne sont pas satisfaits de tout avec nos propres sens, nos cinq sens. Et comme j'ai dit, Marc, pour avoir cette possibilité de sentir le monde en empathie avec ces gens, a eu des implants lui aussi. Autre étudiant qui a défendu sa thèse très récemment, c'est Marie-Josée Blanchard. Et
pour sa recherche doctorale en tant qu'étudiant en sciences humaines interdisciplinaires à Concordia, elle est engagée dans une étude de la danse classique indienne, à la fois en Inde et dans la diaspora. Ses recherches se concentrent sur la compréhension du rasa. Et rasa signifie saveur ou essence et inclut également l'émotion dans son spectre de référent. On va à un spectacle de danse indienne non pas pour la voir, mais plutôt pour savourer les émotions véhiculées par les gestes et les mouvements des danseurs. Cela appelle un certain récalibrage des sens, car l'idée est de goûter et de voir, au lieu de simplement percevoir le spectacle par les yeux. Elle se demande, Marie-Josée se demande, comment les pratiquants de danse classique indienne apprennent-ils à canaliser les 8 rasas? Par exemple, le rasa Shringara est celui de l'érotique, Bibhapsa est le répulsif, etc. Comment apprennent-ils à canaliser les 8 rasas à travers le corps pour ravir le public? Et que font-ils ressentir dans ce processus? C'est une question de recherche fascinante et la seule façon de commencer à y répondre est par la pratique de la sensation participante. Alors, j'ai d'autres exemples que je peux discuter, comme celui des Anlo de Ghana, étudié par Catherine Lynn Gertz, mais je vais dans une autre direction. Je veux très bref. Oui. Alors, avant de poursuivre, il y avait des questions sur la précédente publication. Est-ce que vous pouvez répéter le titre pour donc ce regroupement d'études fait par le... OK, oui, ça s'appelle Sensible ethnographie. Sensible ethnographie. Et la personne principale qui est responsable pour cette publication, alors le premier auteur ou éditeur, c'est Elma Korzybiska, Korzybyska. Toronto, University of Toronto Press? Non, ça c'est avec une maison d'édition de la France. Et alors, malheureusement, je n'ai pas l'information chez moi pour le moment. Mais je peux le... si quelqu'un... on peut toujours le trouver. Sensible ethnographie, et c'est dans une collection qui est de Montpellier en France, mais je ne savais pas le nom de la maison d'édition. Je m'excuse. C'est bon, je vais essayer de trouver puis on pourra acheminer l'information. Oui, certainement. Il y avait aussi une autre question que j'attendais de poser, mais je pense que les exemples ont permis d'y répondre. C'était pourquoi la notion de tournant, mais même de révolution que vous avez utilisée là. Donc, peut-être juste en rappeler les grandes lignes ou les principales raisons. Okay. Alors, on peut dire que la migration des modèles est très importante. Des migrations des modèles d'une discipline à une autre, afin de suggérer des nouvelles pistes de recherche. Et commencer, par exemple, Claude Lévi-Strauss a tiré de la linguistique structurelle de Ferdinand de Saussure un modèle pour analyser les mythes, les repas, toutes les choses. Alors, c'est un modèle linguistique qui a inspiré le structuralisme de Claude Lévi-Strauss. Et j'ai beaucoup de respect pour les études de Lévi-Strauss. Mais il faut dire que tout le monde, ou toutes les cultures,
vraiment structuré comme un langage. Il y a des limites à ce modèle ainsi que des ouvertures. Et c'est le même avec l'idée de tournant pictural, cette idée que, alors, nous communiquons beaucoup par des images et pas seulement des mots. Et il faut prendre conscience de cela. Et cela a nous donné tout le domaine de Visual Culture Studies et alors l'anthropologie visuelle qui utilise le vidéo, etc. Et alors, encore, c'est une grande ouverture et une ouverture importante, mais il y a aussi des occlusions. Par exemple, tout le non-visuel. Et alors, ce que la révolution sensorielle importe, c'est une attention égale à tous les sens, même s'ils sont hiérarchisés d'une manière différente d'une société à une autre, et en particulier une attention mise sur l'interaction des sens, au lieu de seulement être intéressé par les objets des sens. Alors, cette idée de la migration des modèles, d'explorer des médias, et moi, je peux vous dire que je suis beaucoup plus influencé par Marshall McLuhan que de Maurice Merleau-Ponty, par exemple. Maurice Merleau-Ponty a écrit la phénoménologie de la perception, un livre très important, mais il n'est pas anthropologue. Et pour cette raison, je trouve qu'il n'a pas vraiment saisi de tout le fait que des gens dans des autres cultures perçoivent le monde d'une autre manière. Marshall McLuhan, avec ses idées de médias comme des extensions des sens, nous donnant des pistes beaucoup plus productives pour moi. Alors, ça, c'est la raison pour laquelle j'embrasse cette idée. Okay. Alors, je veux discuter brièvement la manière dont on ne veut pas étudier des sens. Okay? Alors, tout cet domaine qui s'appelle sensory evaluation est complètement une manière de supprimer des sens au lieu de vraiment les étudier. Mais sensory evaluation, c'est très répandu dans toutes les grandes compagnies qui fabriquent des saveurs et des essences artificielles. Okay? Sensory evaluation est aussi très répandu dans les départements de design dans beaucoup de différentes compagnies. Et ce que cela implique, c'est que des sujets, des panélistes sont sont instruits de s'asseoir dans ces petits cubicles et alors un certain range de produits est présenté à eux et ils doivent évaluer chaque sensation alors, dites s'ils peuvent le discriminer ou non, et dites s'ils aiment cette qualité ou non. Et alors, ils utilisent des blindfolds, des écouteurs et des nose clips afin de éliminer toute interférence des autres sens. Et chaque sensation est présentée une à la fois. Et de cette manière, il y a une banque de données qui sont subséquemment analysées statistiquement pour arriver au profil idéal sensoriel pour un produit. Et ce produit qui est après est mis dans le marché. Et alors, toutes les compagnies dépendent sur leur département d'évaluation sensorielle. Procter & Gamble, par exemple, International Flavors and Fragrances. Il y a beaucoup d'experts dans ces grandes compagnies qui sont responsables pour le design de notre vie sensorielle. Et
quant à moi, cette idée qu'on peut mettre des firewalls entre des sens et qu'on peut traiter des gens comme des outils de mesure, comme ces gens-ci. Okay? Ce n'est pas la personnalité, ce n'est pas la personnalité de ces gens qui est importante, mais seulement leur sens comme instrument d'évaluation. Et une chose qui me frappe, c'est qu'ils sont tous isolés dans leur propre cubicle et de cette manière, c'est complètement asocial aussi. Alors, le sensory evaluation, c'est unimodal, one sensation at a time, est complètement asocial. Et de cette manière, il arrive à une définition dite scientifique ou quantitative du profil sensoriel d'un produit, mais où est la vie des sens? Et quant à moi, ce genre d'homme qui est alors en effet cultivé dans ce domaine. Alors, on peut voir que les modalités sont séparées, ils sont des canaux indépendants et c'est très blanc, c'est une cube blanc. En comparaison, je vous invite à contempler cette image de la part de Remedios Varo, qui est une image plurisensorielle. On trouve que le figure centrale, c'est androgyne, pour commencer. Pas vraiment mâle ni femelle. Et alors, le dessin, ce figure dessin des oiseaux, avec quoi? Premièrement, avec un rayon de la lune, je pense. Je pense que c'est un moonlight qui passe sur un prisme sur le papier. Et autrement, avec un stylus qui est attaché au violon qui est autour de le cou de la figure. Cette figure désigne des oiseaux. Et la palette, on peut voir les couleurs rouge, jaune, bleu, sont des distillations par le biais de cet instrument alchimique de l'air de le soir, okay, de l'atmosphère de le soir. Ça veut dire que la palette des couleurs sont une distillation des arômes et de l'air de la nuit. Et alors, pour cette raison, les créatures que ce figure désigne restent en vie. Okay? Ils échappent le tableau. Ils sont des êtres vivants. Et quant à moi, cette figure est le paragone même de l'ethnographe, le sensory ethnographer, l'ethnographe sensoriel, mais aussi de tout processus de création. Et alors, les créations de cette créature vivent par contraste avec le mort des sens, l'isolation des sens au sein du laboratoire d'évaluation sensorielle. Alors, je suis déjà à 50 minutes, mais me donnez 2 autres minutes, s'il vous plaît, pour dire que, alors, j'ai dit que notre civilisation est une civilisation de l'œil, et c'est absolument vrai, le télescope, microscope, etc. Mais il y avait une révolution sensorielle dans le marketing aussi, et je veux parler de ce sujet un peu avant de quitter. Alors, ceci est la couverture d'un magazine de Pier One Imports, et c'est intéressant de voir que il y a quelque chose pour chacun des sens à cet magazine. Et alors, je ne sais pas si Pier One Imports existe encore. Je ne l'ai pas vu récemment à Montréal. Comme Bombay Company, c'est bien possible qu'il ait disparu. Ça, c'est de l'année 2000. Et on peut voir qu'il y a une checklist de chacun des sens. Feel, smell, hear, taste, see. Et on peut avoir chacun des sens stimulés si on va au Pier One Imports. Get in touch with your senses est le credo de Pier One Imports. Et c'est intéressant de noter qu'il y a un petit TM, ça veut dire marque déposée après cette phrase. Okay? Alors, ça veut dire que la seule manière d'être en
contact avec vos sens, c'est au Pier 1 Imports. Et vous ne pouvez pas utiliser cette phrase si vous êtes Hudson's Bay Company ou aucun autre magasin. Et c'est très important et intéressant cette facette que les sens sont maintenant des marques déposées. Et on peut voir que, alors, Westin Hotel a son senteur signature, signature scent, white tea, the calming new scent of Westin. Alors, si on dort au Hotel Westin, on peut avoir cette sensation, cette senteur de white tea. This is how it should feel. Et la luxe, c'est de cette manière que ça doit se sentir. iPod Touch, et c'est très intéressant. Une personne dans le sensory marketing a dit que iPod, donc Apple, possède le toucher. Okay? Il possède le toucher. Ayant utilisé ce mot touch pour désigner ce produit. Pensez toucher, on pense immédiatement à iPod Touch. Et aussi, même les chats peuvent alors être avoir un bénéfice de cette révolution sensorielle. Feed their senses de la part de Friskies. Greece, le bureau de tourisme en Grèce, c'est pas une question d'aller en Grèce pour alors explorer des merveilles de la civilisation des Grecs. Non, c'est pour explorer tes propres sens. C'était pour indulger des sens quand on va en Grèce. Et pour revenir à cette iPod Touch, alors j'ai un problème avec l'iPod. Et à cause du fait que quand je tente à utiliser ces appareils, ils ne fonctionnent pas. Ils ne répondent pas à mon toucher. Et je ne sais pas si les autres gens ici ont le même problème. Mais quant à moi, beaucoup mieux, c'était ce vieux téléphone rotary dial où il y a de la résistance. Si on compose un neuf, ça prend de l'effort. Alors que si c'est une question de swish, l'écran d'un iPod, il n'y a pas de résistance. Et aussi, il n'y a pas des choses pour le toucher avec l'iPod Touch. C'est seulement des images visuelles et des sons. Alors, c'était une élimination du toucher qui est le futur de notre société à cause du fait que Apple possède le toucher. Et ils ont nivelé le toucher. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de vraies textures dans notre vie. Et c'est probablement à cause des gens dans le Sensory Evaluation Laboratory qui ont élaboré cette idée de le swish comme le mode préférable de interagir avec le monde digital. Quant à moi, c'est beaucoup mieux d'avoir des téléphones à rotary dial. Alors, beaucoup d'autres choses à dire et peut-être de terminer, je vais vous donner cet exemple. C'est un exemple qui est probablement familier à vous, et c'était le Got Milk Campaign du California Board of Milk Producers. Et ils ont engagé beaucoup de différents artistes, comme ces deux jeunes filles, je ne connais pas leur nom, de porter une moustache de lait. Et l'idée, c'est qu'avec ces idoles, on peut attirer les gens à émuler leur comportement et donc il va bouffer du lait. Mais ça ne fonctionne pas. Les gens ne sont pas persuadés. Et alors, pour cette raison, le California Milk Marketing Board a élaboré une autre stratégie, une stratégie que je trouve brillante et horrifiant au même temps. Dans les stations d'autobus, ils ont mis des affiches avec ce simple message, got milk. Et aussi, il y a une diffusion du senteur des biscuits aux pépites de chocolat. Et alors,
on entre dans la station d'autobus et on sent cet arôme des biscuits et on pense à des journées de ton enfance, le lait et biscuits, okay? Milk and cookies. Ça, c'est une association qui est très, très forte et très enveloppée par toutes sortes de sentiments. Et alors, cette compagnie a utilisé cette sensation pas pour augmenter la consommation des biscuits au chocolat, mais pour augmenter alors la consommation du lait. Il y avait beaucoup de protestes contre cette intervention à cause du fait que les gens, les marketers, n'ont pas eu des propres autorisations pour disséminer des osenturs dans le public. Et aussi, nous n'avons pas une moyenne de nous garder contre cette stimulation. Okay? Les senteurs, ils sont très transgressifs. Et les gens ont pensé à des gens sans abri qui sont dans ces abris. Ils sentent les biscuits et ils ont de la faim. Et c'était alors une injustice contre eux. Et finalement, il y avait une proteste si grande que cette campagne a été tirée. Alors, moi, ça, c'est l'anthropologie des sens critiques, l'évaluation sensorielle critique. Et ce qui est très important, quant à moi, c'est cette idée qu'il faut avoir une conscience sociale de la manière dont les sens sont élaborés. Et alors, les psychologues n'ont pas de conscience sociale, c'est peut-être une exagération, mais alors, et les neurosciences, des gens des neurosciences encore plus. Pour moi, il y a toujours une politique de la perception, une politique du sensible, et les anthropologues et les géographes, les sociologues sont beaucoup mieux placés pour analyser tout cela que des gens dans le marketing, par exemple, ou des psychologues. Alors, je vais terminer là, mais il y a beaucoup plus à dire et j'aimerais bien répondre à vos questions, si on a. Merci.